Alors, je m'appelle maintenant monsieur Rodier, Alain Rodier, que vous connaissez tous, qui est, pardon, merci, ancien officier supérieur des renseignements français et qui est aujourd'hui directeur de recherche au centre du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R exactement, et qui va nous parler qui va faire sa conférence. Je lui demanderai d'être vraiment dans les temps. Le rôle crucial de la Turquie dans la destruction programmatique de la Syrie 2011-2020. À vous. Bonjour. Bon, je suis un petit peu impressionné par cette belle assemblée et je vous remercie donc de m'avoir accordé ce temps de parole. Mais pour comprendre les relations entre la Turquie et la Syrie, il faut tout de même faire un tout petit peu d'histoire, très rapidement. En gros, les relations entre la Turquie et la Syrie ont toujours été mauvaises. Et je parle depuis la Deuxième Guerre mondiale, sauf à de très rares exceptions près. Elles ont été mauvaises parce qu'il y a des contentieux. Le plus connu, c'est bien sûr celui de la province de Hatay, le Sanjak d'Alexandrette, qui est réclamé par la Syrie et que la Turquie, bien sûr, ne voudra jamais lâcher. La deuxième chose, les Turcs, héritage de l'Empire ottoman, eh bien, ont un sentiment de supériorité par rapport aux populations arabes. Quand je dis supériorité, quand ce n'est pas un mot qui pourrait être le racisme même vis-à-vis des populations arabes. De plus, la Turquie s'est mis mal avec le monde arabe quand Ankara a reconnu Israël immédiatement après la proclamation de l'État en 1948. Ensuite, je rappelle que tout de même, la Turquie a fait partie de l'OTAN et fait toujours partie de l'OTAN. Et dans cette période où le pacte de Varsovie représentait une menace extrêmement importante, la Turquie jouait un rôle extrêmement vital au sud du dispositif. Or, la Syrie avait choisi, elle, de suivre les soviétiques. Donc, on peut dire que vraiment les relations étaient exécrables entre ces deux pays. Il n'y a qu'à partir de 1960 que la situation a un petit peu changé, c'est-à-dire que la Turquie a réussi à sortir un petit peu sur le plan économique, s'est affranchie un petit peu des États-Unis et a commencé à avoir une politique indépendante. Par exemple, elle a condamné les interventions d'Israël en 67 et 73, ce qui a bien sûr beaucoup plu à l'État syrien. Mais les tensions sont revenues dès les années 80, en particulier à cause des problèmes de barrage sur l'Euphrate, c'est-à-dire que la Turquie a développé un grand projet qui s'appelait le GAP à l'époque, et qui devait restreindre les eaux de l'Euphrate et du Tigre. Donc elle a eu des problèmes non seulement, bien sûr, avec la Syrie, mais aussi avec l'Irak. Et surtout, pour la Turquie, vis-à-vis de la Syrie, il y a eu le contentieux du PKK. Parce que le PKK reste le problème vital de tous les gouvernements turcs et celui d'aujourd'hui en ce moment. Il faut se rappeler que le PKK était accueilli en Syrie, avait Abdullah Öcalan, son chef, avait des plaques diplomatiques à l'époque et pouvait se déplacer comme il voulait. Et donc, les Turcs ont menacé déjà de mener une première offensive contre la Syrie. Si bien que Hafez el-Assad, qui était malade, eh bien, a craqué, je dirais, à l'époque, et il a fait fermer les bureaux du PKK et il a fait chasser Abdullah Öcalan de Syrie. Et à partir de là, la situation s'est légèrement améliorée. Et pour exemple, lors des obsèques du président Assad, eh bien, le président turc est venu assister à ces obsèques. Ensuite, les relations entre la Turquie et la Syrie se sont bien développées jusqu'à atteindre même des accords de libre-échange sur le plan économique. Une chose un petit peu étonnante, c'est quand Rafik Hariri, le Premier ministre libanais, a été assassiné et que donc la responsabilité a été
impliqués à la Syrie, eh bien, ça a permis à ce moment-là à la Syrie de se rapprocher encore plus de la Turquie, qui a trouvé là un allié, je dirais, de choix. En 2009, donc c'est tout à fait récent, les visas étaient totalement abrogés pour les citoyens syriens et turcs pour aller d'un pays à l'autre, au moins pour 3 mois. Mais cette période a commencé à se dégrader, effectivement, avec le printemps arabe, parce que Erdogan a choisi son camp, et c'est à partir de là, à partir de 2011, qu'il y a eu rupture. Mais ce qui est extrêmement curieux, c'est que le président Erdogan et le président Bachar el-Assad s'entendaient juste avant d'une façon excellente. Et même la presse en avait bien sûr, et la propagande en avait un petit peu rajouté, on mettait en avant les deux couples qui se rencontraient régulièrement. Bon, pourquoi Erdogan a choisi donc de rompre cet accord quand donc la révolution est intervenue en Syrie? Eh bien, c'est tout simplement parce que, comme les autres chefs d'État, il s'est trompé, il a pensé que le régime d'Assad allait tomber en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut dire qu'il y avait eu l'exemple libyen précédemment, mais l'exemple tunisien, égyptien, et donc ces services de renseignement, le MIT, dont je vais beaucoup parler ensuite, eh bien, lui ont donné des mauvaises informations. Il faut dire aussi que comme tous les services collaboraient un petit peu à l'époque, ils partageaient cette même lubie en disant le régime de Bachar el-Assad va tomber, donc le président Erdogan est parti du principe qu'il allait accompagner le mouvement. Son grand objectif, c'était de devenir le leader du monde musulman via, effectivement, les frères musulmans, parce qu'ils étaient à ce moment-là en Égypte, ils commençaient à prendre pied en Libye, ils étaient en Tunisie, donc ils pensaient qu'ils pourraient peut-être devenir vraiment ce leader incontesté, ce qui a toujours été son rêve. Je rappelle d'ailleurs que si le président Erdogan soutient la cause palestinienne, eh bien c'est un petit peu dans cet objectif, c'est-à-dire qu'il veut être le représentant du monde musulman qui défend vraiment la cause palestinienne. Mais là, l'adversaire qu'il a contre lui, ce n'est pas tellement les pays sunnites, c'est surtout l'Iran qui défend en premier chef donc la cause palestinienne. Mais on ne comprend rien à la politique du président Erdogan si jamais on ne voit pas que son souci numéro 1, ce sont les Kurdes, et ça reste les Kurdes. Donc, toute sa politique aussi vers la Syrie, c'était uniquement de couper les Kurdes syriens à l'accès au territoire turc. Parce qu'il est vrai que le PKK et les mouvements kurdes syriens sont de très proches cousins, pour ne pas dire plus. Il y a eu, par exemple, un des grands chefs opérationnels du PKK était un Syrien qui est peut-être décédé aujourd'hui, mais on n'en est pas trop sûr. Donc son problème, c'était de créer cette zone de sécurité. Et pour ça, il a donc déclenché 3 offensives successivement, où il a conquis peu à peu une portion de frontière, où il a établi ce qu'il rêvait de faire. C'est une zone de sécurité que les Kurdes ne pourront pas occuper et donc n'auront pas accès au territoire à ce moment-là. Pour cela, il n'a pas voulu mettre l'armée turque en premier, il a mis des mouvements turkmènes, syriens bien sûr, ou des collaborateurs, je dirais, syriens en avant, en créant 2 coalitions. Alors il y en a une qui s'appelle, je suis désolé, c'est l'armée nationale syrienne. Bon, ouais, comme quoi on s'y perd un petit peu. Et le deuxième, c'est le Front national de libération. À l'heure actuelle, dans la province d'Idlib, comme vous en entendez beaucoup parler, c'est le Front national de libération qui est en tête du combat. Et ça me fait revenir au service secret turc, le MIT. Il faut savoir que le président Erdogan tient très difficilement au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir avec une aide extraordinaire, c'était l'aide de la confrérie Gülen, dont vous avez certainement entendu parler, qui était extrêmement puissante. La confrérie Gülen l'a aidé
a chassé tous les militaires qui le gênaient et qui étaient à la tête de l'armée turque. Pour cela, ils ont intenté des procès dont on a beaucoup parlé, les procès Ergenekon et Bayos, et ça a permis de mettre à peu près tous les généraux en prison. Comment a fait la confrérie Gülen? Eh bien, c'était assez simple. Elle avait déjà pénétré depuis des dizaines d'années la police et la justice. Donc avec ça, ça a permis d'arrêter les militaires et à Erdogan, en fin de compte, d'arriver au pouvoir sans avoir ce risque de coup d'État. Il a toujours craint d'être renversé, parce que je rappelle qu'un de ses prédécesseurs avait été écarté du pouvoir à la fin des années 90. Et donc, il a pu continuer sa politique. Il s'appuyait en particulier, ses services spéciaux, qui sont à peu près de l'ordre de 8 000 à 10 000 personnes, sont efficaces à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Mais il faut savoir même que leur chef, qu'il a fait désigner il y a à peu près 10 ans, est aussi le coordonnateur du renseignement. C'est-à-dire que tout le renseignement turc est sous la houlette d'un seul individu qui est extrêmement puissant. Quand il y a eu le coup d'État, le dernier coup d'État de 2016, coup d'État militaire, mais il semble que la confrérie Gülen était dans le coup, c'est le MIT qui a engagé la répression et qui a pu sauver la situation de Erdogan. Donc, il s'appuie essentiellement sur ce mouvement qui s'occupe, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, également du PKK. Il y a eu une petite chose qui a été tout de même très intéressante, c'est qu'il a été à 2 doigts d'obtenir une paix armée avec le PKK, et puis tout d'un coup, Erdogan a fait un demi-tour, et il a redéclaré, je dirais, la guerre au PKK, et depuis, la situation est revenue comme avant, c'est-à-dire une guerre directe contre ce qu'ils appellent là-bas les indépendantistes ou les Turcs des montagnes. Monsieur Rodier, la sonnerie ne va pas tarder. Voilà. Conclusion, justement. Erdogan, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il est facile de faire de l'histoire, un peu plus difficile d'expliquer l'actualité. Prévoir l'avenir, c'est la boule de cristal. Erdogan ne sera pas le leader du monde musulman maintenant parce qu'il y a trop d'ennemis. D'abord à l'intérieur, parce que là, il y a tout de même tous les gens de la confrérie Gülen, dont beaucoup sont en prison, qui lui en veulent beaucoup. Politiquement, il tient encore dans les classes populaires, mais pour combien de temps? L'Arabie saoudite ne peut pas l'encadrer, excusez-moi l'expression, parce qu'en réalité, il est représentant des frères musulmans. Et donc, je ne parle pas bien sûr de ses mauvaises relations avec l'Égypte, puisque le maréchal Sissi s'est opposé aussi aux frères musulmans. Donc, le président Erdogan ne tient au pouvoir à l'heure actuelle que grâce à ses services secrets qui écrasent toute opposition qui peut se dévoiler. Mais jusqu'à quand? Parce qu'en réalité, à mon avis, si j'ai un pronostic à faire, s'il chute, ça sera de l'intérieur même de son propre parti. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Je suis désolé. En l'occurrence, j'ai pas le bon rôle, hein.